Chers auditeurs, bonsoir. Nous ouvrons avec vous, puisque vous pouvez contacter la station pour nous faire part de vos remarques. Ce nouveau libre journal de l'éducation, en partenariat avec l'ICEP, l'Institut des sciences sociales, économiques et politiques, qui a son principal campus à Lyon, mais aussi pour la formation continue à Paris. Vous pouvez télécharger l'application de l'ICEP, je vous en ai déjà parlé. Chaque mois, je vous en parle. Ça a un succès fou parce qu'il y a plus de 200 vidéos d'interventions des différents profs de l'ICEP, des interventions qui durent un petit quart d'heure, disons, sur un thème donné. Et cette application s'appelle Amphithéâtre. Et là, vous avez des cours en ligne, en somme, si on peut dire, et pour 7 € par mois. 7 € par mois. Pas beaucoup, hein. Donc, je vous encourage à faire ça. Il y a beaucoup de gens qui le font. Les nouvelles sont toujours un peu les mêmes, hein. C'est-à-dire les nouvelles de l'enseignement supérieur. Voilà, c'est toujours très pittoresque. Nous avons déposé, pour Lyon en tout cas, une demande de subvention auprès de M. Wauquiez, puisque M. Wauquiez, en tant que président de la région, en a privé la présidente de Lyon 2. En effet, sa présidente, Isabelle Buelsing-Leuwen, c'est un nom probablement flamand, qui n'est pas toujours très facile à prononcer, enfin j'espère que je ne l'ai pas déformé, Buelsing-Leuwen, avait rendu hommage au chef du Hezbollah, ce qui est bien naturel dans l'enseignement supérieur en France. Et le président de la région, pressé de toutes parts probablement, l'a privé de subvention, ou en tout cas a menacé de le faire. Alors comme nous, on n'a aucune subvention, eh bien nous avons demandé une subvention pour la Sciences Po, unique en France, qui est la nôtre, que l'on appelle très souvent la contre-Sciences Po. Et c'est vrai que c'est une contre-Sciences Po, parce que là, on y fait vraiment des sciences politiques. On n'y fait pas l'apprentissage des idéologies aliénantes. Quant à vous-même, vous pouvez évidemment nous adresser des dons. Vous pouvez monter sur le site de l'école, ICEP, à l'heure d'Internet, c'est pas très difficile, ou bien écrire au 56 rue Denusière à Lyon, 2e arrondissement. Bon, les nouvelles sinon, les inscriptions pour le magistère, évidemment, sont ouvertes. Et celle de la formation continue à Paris en 10 week-ends. Le premier week-end sera le 13 et 14 septembre. Donc ça, vous savez, c'est des formations continues en management, en communication ou en sciences politiques, justement. Alors, évidemment, un événement aussi, c'est l'ouverture de la formation continue spéciale élection municipale. Vous savez que l'année prochaine, 2026, se tiendront des élections municipales et il faut évidemment former les candidats qui souhaiteraient se présenter à la vie municipale, pas seulement aux élections elles-mêmes, aux campagnes électorales, mais à l'exercice de leur mandat. Alors bien entendu, ce sera aussi sur les campagnes électorales. Alors là, c'est de la formation continue, on a une formule en 4 week-ends à Lyon. Le premier week-end sera les 27 et 28 septembre, le deuxième week-end 25-26 octobre, le troisième week-end 22-23 novembre et le quatrième week-end 13 et 14 décembre. L'ensemble de cette formation continue spéciale élection municipale coûte 780 €, plus, si vous le souhaitez, un week-end d'entraînement aux médias, aux interviews radiophoniques ou télévisées, un supplément de 200 €. La date n'est pas encore tout à fait fixée pour cela, mais bien sûr, vous pouvez monter sur le site de l'ICEP. Et puis, bien entendu, autre innovation de l'ICEP qui se développe toujours plus, c'est en septembre l'ouverture de la prépa sécurité-défense. En fait, ça vous prépare à plusieurs types de concours, mais disons concours de catégorie A ou concours de catégorie B.
Alors, officier de gendarmerie, c'est évidemment catégorie A. Il vous faut un bac plus 5 déjà validé pour pouvoir vous présenter à ce concours. Mais il y a le concours de sous-officier de gendarmerie. Là, c'est un niveau 4. C'est évidemment toujours un concours de la fonction publique. C'est catégorie B dans les catégories des fonctionnaires. Le concours de commissaire de police, c'est les mêmes choses. Alors, il y a aussi des dates, des âges limites. Par exemple, pour le concours d'officier de gendarmerie, la limite d'âge, c'est 27 ans. Le concours de sous-officier de gendarmerie, la limite d'âge, c'est 35 ans. En revanche, commissaire de police, pour être le commissaire Maigret de demain, la limite d'âge est de 45 ans. Et bien entendu, il vous faut un bac plus 5 pour pouvoir participer à ce concours. Ils prétendent. Mais nous vous formons, disons, dans cette année de préparation. Le officier de police, le concours d'officier de police, qui est de catégorie A aussi, toujours la limite d'âge à 45 ans. Le concours de directeur de police municipale, donc avec il n'y a pas pour le coup là de limite d'âge, c'est la fonction publique territoriale. Un concours de chef de service de la police municipale, là c'est catégorie B. Il vous faut simplement le bac ou l'équivalent. Directeur de la police municipale, c'est le bac plus 3 qui était exigé, ainsi que officier de police, c'est bac plus 3. Donc licence ou bachelor, comme on dit aujourd'hui. Chef de service de la police municipale, il n'y a pas de limite d'âge. Et puis un concours de commissaire aux armées, il faut avoir un bac plus 3 pour y prétendre, et la limite d'âge est de 26 ans, donc dépêchez-vous les jeunes. Inspecteur des douanes, il n'y a pas de limite d'âge, mais il y a une exigence de bac plus 3 pour pouvoir concourir. Et enfin, directeur des services pénitentiaires, il y a une limite d'âge de 45 ans et le niveau exigé est de bac plus 3. Donc vous rentrez dans cette année de préparation au concours et nous vous formons pour que vous puissiez réussir ce concours. La durée donc de cette prépa sera de 10 mois, comme toute année universitaire, de septembre à juin inclus. En juin, ce sera que des entraînements, ce sera plus de la théorie. Et concrètement, ça fait à peu près 33 semaines du 1er septembre au 31 mai, avec 2 semaines de vacances à Noël, la semaine en février, les 2 semaines à Pâques, et puis le pont du 8 mai. Voilà, c'est très classique. La répartition des enseignements, il y aura des cours magistraux, idéalement le matin, parce que l'attention est plus soutenue le matin, et puis il faudra s'activer, puis des exercices pratiques ou des travaux dirigés, idéalement l'après-midi. Et puis la répartition des exercices, ce sera une dissertation de culture générale par semaine au moins, et puis une note de synthèse, très, très précieux savoir-faire, la note de synthèse, une par semaine aussi, au moins avec des corrections rapides et des exposés, des corrigés en cours. Voilà les annonces que je pouvais vous faire sur les activités de l'ICEP avec laquelle cette émission est donc partenaire. Alors, l'émission d'aujourd'hui, j'allais dire à la demande générale, parce que les 2 émissions que j'ai eues avec le professeur Coronel de Boissezon, qui est d'ailleurs un professeur de l'ICEP, ont eu tellement de succès que on nous a demandé d'approfondir encore les choses. Je ne sais pas si en une seule émission on va vraiment approfondir. Il y a tellement de choses à dire, parce que vous êtes tellement passionnant, monsieur le professeur, et nous sommes dans un thème qui est la mondialisation normative dans l'enseignement du droit. Je pense qu'on peut commencer en disant qu'il existe une sorte aujourd'hui d'hégémonie de l'enseignement normativiste qui a commencé après la Seconde Guerre mondiale. Alors, peut-être que les événements historiques semblaient le justifier, mais là, on a ouvert une boîte de Pandore, on le constate aujourd'hui, avec toutes les catastrophes, les conséquences catastrophiques de cette affaire. Ce qui a conduit, en premier lieu, à une altération du droit constitutionnel, notamment par la promotion du contrôle de constitutionnalité. Si on peut rentrer déjà dans les détails, mais je ne voudrais pas parler à votre place, mon cher professeur.
Merci beaucoup, chers collègues. En effet, nous avions, lors des 2 précédentes émissions, montré l'évolution de l'enseignement du droit dans un sens de plus en plus indépendant des autres disciplines et des autres forces sociales, un droit qui devenait en quelque sorte autoréférentiel, avec également un personnel de juristes qui devenait de plus en plus indépendant, y compris sans peut-être en avoir la légitimité. Et lors de notre dernier rendez-vous, en effet, nous avions été particulièrement attentifs à la façon dont l'expression de la volonté nationale ou populaire, les deux sont liés, même si souveraineté nationale et souveraineté populaire ont 2 histoires distinctes. En France, elles ont été liées par l'article 3 de la Constitution du 4 octobre 1958. La souveraineté nationale appartient au peuple. Et cette souveraineté, effectivement, elle va être au cœur de nos interrogations d'aujourd'hui, si vous le voulez bien, parce qu'elle a commencé, en effet, disparaître dans l'exercice du contrôle de constitutionnalité, c'est-à-dire, et je vais le rappeler dans un premier temps, la référence à des valeurs susceptibles d'infirmer la volonté du peuple. On se souvient, on en avait parlé longuement, comment l'expression, au moins supposée, de la volonté du peuple par l'exercice de ses représentants dans l'effectuation de la loi au sein de l'Assemblée nationale en France, mais c'est un phénomène qui est rencontré par l'ensemble des pays européens, un grand nombre en tout cas d'entre eux, comment cette loi faite par nos représentants a pu, est depuis 50 ans, progressivement infirmée, de plus en plus infirmée, par le Conseil constitutionnel, s'agissant de la Cour française, au nom de principes généraux du droit, au nom de valeurs qui seraient contenues de façon sibylline dans le droit. Et c'est ça qui est extraordinaire, je vous Oui. interromps. Parce que c'était pas la volonté première du général de Gaulle, c'est lui qui a créé le Conseil constitutionnel. C'était simplement pour vérifier la constitutionnalité des lois, de façon à ce que la Constitution demeure quand même le maîtresse du processus. Et comment et quand avons-nous pu basculer dans une espèce de perversion du Conseil constitutionnel qui aujourd'hui, en fait, a instauré ce qu'on appelle le gouvernement des juges. C'est-à-dire que les élus n'ont plus de pouvoir, puisqu'ils peuvent se faire arrêter par ces fameux juges, le gouvernement des juges. À quel moment ça nous arrive et pourquoi c'est arrivé ? Alors, tout ce que vous dites est parfaitement exact et en fait va structurer d'ailleurs notre propos au-delà du simple droit interne, du simple droit national. Et en permanence, ce que vous venez de dire va réapparaître comme un fil rouge. Ce qu'a fait le général de Gaulle et ceux qui l'entourent à cette époque, Michel Debré, derrière Michel Debré, René Capitan, on le sait, c'est tenter de restaurer la France par une constitution devant mettre fin à un parlementarisme délétère. C'était le fameux courant de la première moitié du XXe siècle, la rationalisation du parlementarisme qui était recherchée. Et pour cela, il fallait mettre fin, alors précisément non pas à la souveraineté nationale appartenant au peuple. Il ne s'agissait pas de museler cette souveraineté en abaissant le Parlement supposé représenter le peuple, pas du tout, mais à l'inverse, se méfiant de ce Parlement qui avait fini par confisquer la souveraineté dans un phénomène que les constitutionnalistes appellent la souveraineté parlementaire, qui avait caractérisé en France les 3e et 4e Républiques. De Gaulle, au contraire, cherche à rendre la souveraineté au peuple en mettant en place des processus permettant son expression plus directe, le référendum, bien sûr, de l'article 11 dès 1958, et
4 ans plus tard, révision constitutionnelle de 1962, l'introduction de l'élection du président de la République au suffrage universel, alors qu'il était le prisonnier, sous la 3e et la 4e République, des parlementaires qui l'élisaient. Ouais. Et donc, il s'est agi effectivement de restaurer cette souveraineté en faisant en sorte que, par une légitimité populaire très renforcée par le sacre populaire du président de la République, du chef de l'État, bien qu'il y ait normalement bicéphalisme de l'exécutif avec un Premier ministre, c'est rapidement, sauf en période de cohabitation, révélé un présidentialisme. Et donc, ce gouvernement, je dirais, qui a reçu l'onction des Français, doit pouvoir faire la volonté des Français. Et pour cela, le Conseil constitutionnel, quand il est mis en place en 1958, c'est le chien de garde de cette restauration de l'exécutif. Quand vous parlez de restauration, on voit transparaître quand même la grande illusion gaulienne qui consistait à essayer de réconcilier la monarchie et la démocratie. En fait, ça n'a pas marché. Mais enfin, c'était son rêve, voilà. Eh bien oui, c'est une longue histoire. Elle a souvent été abordée. Je crois qu'elle va l'être à nouveau bientôt par mon collègue Frédéric Rouvillois, qui travaille sur cette question de l'exacte substance du projet de restauration monarchique qui a, semble-t-il, traversé l'esprit du général de Gaulle quelques années au moins. Mais en tout cas, ce qu'il s'agissait au moins de restaurer, c'était l'esprit capétien. Et par là, il fallait sanctuariser cet exécutif, effectivement, si on veut, d'inspiration royale. Il y a 2 articles clés dans cette affaire dans la Constitution. L'article 34, qui sont les droits les compétences du Parlement. L'article 37, qui sont celles du gouvernement. Et en fait, l'article 37 est un article qui donne au gouvernement une compétence de principe pour veiller au gouvernement de la France, tandis que l'article 34 enferme dans ce qu'on appelle des compétences d'attribution, c'est-à-dire une liste, et une liste, c'est plus limitatif qu'une compétence de principe, enferme dans l'article 34 le Parlement et notamment l'Assemblée nationale. Et le Conseil constitutionnel était ce molosse qui devait empêcher les parlementaires de sortir de la liste de compétences d'attribution de l'article 34 pour venir sur les plates-bandes du gouvernement. Donc c'était vraiment un Conseil constitutionnel qui était pensé comme d'ailleurs le premier Conseil constitutionnel qui était napoléonien. Et on imagine que sous Napoléon Bonaparte, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'était pas fait pour favoriser des droits fondamentaux, mais bien pour, évidemment, là aussi, protéger l'exécutif. Et donc, il y avait quelque chose, pardonnez-moi, alors, protéger l'exécutif ou protéger la République elle-même? Parce qu'il y a quelque chose qui fait un peu penser aux 5 lois fondamentales du royaume, toute chose égale par ailleurs, bien entendu, comparaison n'est pas raison, mais il y a quelque chose qui fait penser à ça. C'est-à-dire des lois vraiment... Le Conseil constitutionnel aurait été cet organe chargé de maintenir la pureté de l'édifice. Oui, vous avez raison, Yves-Marie. Il y a eu probablement une considérable escroquerie politique et historique en 1789, lorsqu'il a été prétendu que nous n'avions pas de constitution. Et qu'il fallait nous en donner une. Les députés du tiers-État qui se sont autoproclamés chargés de cette mission n'avaient aucune légitimité pour le faire. Et nous avions une constitution qui s'était développée depuis 13 siècles. Celle qu'ils feront durera à peine plus de 2 ans. Même pas d'ailleurs. Donc, et nous en changerons 15 fois jusqu'à nos jours. Et c'est vrai que il est désirable. Et ce que vous soulevez, la justesse de ce que vous soulevez éclaire le problème que nous abordons aujourd'hui. Parce que bien sûr qu'une constitution, un peu comme on le dirait d'une personne physique, d'avoir de bonne constitution, on comprend bien qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une colonne vertébrale et d'une solidité, d'une garantie de pérennité. Et oui, cela existe dans l'ancienne Europe, ça existe dans l'ancienne France. Les lois fondamentales du royaume, qui, comme leur nom l'indique, ne sont pas les lois du roi, qui y est soumis,
qui est dans, pour reprendre le mot célèbre de Louis XV, dans l'heureuse impuissance de les modifier. Oui, c'est vrai. Et on pourrait se dire, mais au fond, eh bien, tant mieux que on ait aujourd'hui un contrôle de constitutionnalité, n'est-ce pas le retour d'un phénomène qui existait dans l'ancienne France et dont l'un des meilleurs spécialistes est un animateur de Radio Courtoisie dans la personne de mon collègue et ami Philippe Pichot-Bravard, qui avait consacré sa thèse à la conservation de l'ordre constitutionnel par les parlements de l'ancienne France qui effectivement exerçaient un contrôle de constitutionnalité. Et donc on pourrait se dire, mais formidable, ça revient dans la période récente, réjouissons-nous de cet éloignement du légiscentrisme révolutionnaire, et donc de ce retour de conception plus jurisprudentielle. Mais en réalité, il faut bien, tout ce qui brille n'est pas or, et il faut bien réaliser que une norme supérieure, une norme cherchant à stabiliser un droit plus mouvant, plus lié à une volonté nationale elle-même mouvante, si ce droit peut être désirable, il l'est dans la mesure où il est là pour conserver l'avenir du peuple en question, n'est-ce pas ? Et assurer sa continuité historique. Mais rien n'empêche qu'une norme supérieure à la loi soit tournée au contraire contre les intérêts de ce peuple, ou en tout cas menace objectivement sa continuité historique. Et c'est tout le problème, c'est qu'on a gardé le contenant, l'idée de constitution, mais on a changé le contenu, je vais essayer de le montrer brièvement aujourd'hui, avec des normes supranationales qui ne sont plus dictées par la volonté de stabiliser le destin d'un peuple. Donc, si j'ai bien compris, ce Conseil constitutionnel portait en lui le virus qui l'a dévoré, qui est le virus de la Déclaration des droits de l'homme et de 50... c'est ça, en fait ? Oui, tout à fait. C'est ce que nous allons voir, si vous le voulez bien, dans notre dernier coup de projecteur sur l'évolution en France de l'enseignement du droit, qui évidemment reflète l'évolution des conceptions du droit en France et en Occident, puisque évidemment, ce à quoi vous venez de faire référence, les droits de l'homme, sont au cœur de cette évolution. Par nature, hein, puisque c'est le cas de le dire, il s'agit de faire référence à une nature humaine et de réduire l'homme au fond à son espèce en quelque sorte, à ce qu'il a de plus général, de plus générique, et de reconstruire l'ordre juridique à la fois interne et international à partir des droits de l'homme. Alors, en France, ça s'est fait parce que je n'avais pas entièrement répondu à votre question, mais bon, la réponse est connue de nos auditeurs. C'est le 16 juillet 1971 que le Conseil constitutionnel, pour la première fois, on le sait, a fait référence au préambule de la Constitution de 1946, faisant lui-même référence à la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Donc on est sous Pompidou. Oui, tout à fait. 71. Ça ne serait effectivement jamais arrivé du vivant du général de Gaulle, voilà, ouais. Qui aurait prestement rappelé que le Conseil constitutionnel n'était pas compétent pour cela. Et de quoi s'agissait-il en 71 ? Il s'agissait de... on est évidemment dans la suite de mai 68, avec beaucoup de mouvements issus de mai, donc en l'occurrence de mouvements d'extrême gauche, notamment d'un mouvement et d'un journal tournant autour de Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. Donc, la cause du peuple. La cause du peuple, voilà. Et le préfet Marcellin, à l'époque, prend des mesures d'interdiction de l'organe, cherchant à, évidemment, circonvenir ces mouvements subversifs. Et le Conseil constitutionnel donc, va commencer une longue série d'atteintes à l'ordre public, à la sécurité publique, au nom des droits individuels. Mais comment c'est possible que ça se soit pas contenté
des tribunaux, tout simplement. Pourquoi passer au Conseil constitutionnel? C'est ça qui est étonnant. Il y avait un recours possible. Oui. Un journal est fermé et on en appelle au Conseil constitutionnel au lieu d'en appeler à la justice. C'est à l'époque, manifestement, un règlement de compte, semble-t-il, du président du Sénat contre le général de Gaulle. Puisque dans cette période-là, le président de la République, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale peuvent saisir le Conseil constitutionnel. Mais vous voyez que c'est limité. Et donc c'était possible, ça a été fait. Par la suite, ce type de procédures vont se multiplier puisque Valéry Giscard d'Estaing, président, voudra montrer l'étendue de son libéralisme, notamment en étendant la saisine du Conseil constitutionnel aux députés et sénateurs. D'accord. Sont bons 60 députés, notamment. Avant que Nicolas Sarkozy, redoublant de libéralisme et allant encore plus directement à la source anglo-américaine du libéralisme, Nicolas Sarkozy, très, très américain dans sa vision des choses, a, lui, carrément ouvert la saisine. Une saisine qui n'est plus a priori avant la promulgation de la loi, mais une saisine supplémentaire qui est a posteriori, ce qu'on appelle la QPC, la question prioritaire de constitutionnalité que n'importe quel justiciable, vous et moi, dans un procès, pouvons soulever en expliquant que le procès qui nous est fait n'est pas constitutionnel. Donc, c'est là pour le coup boîte de Pandore supplémentaire qui ralentit évidemment les procès, qui donne lieu à des surprises particulièrement en effet désagréables. Nous avions certainement déjà parlé de la... Après, il y a 1000 exemples, évidemment. Voilà. Et le dernier étant... Je ne sais pas si votre affaire a été passée... le jugement, c'est quoi? C'est le Conseil... Non, c'est quoi? Un jugement complètement lunaire qui vous concerne, c'est pas le Conseil constitutionnel quand même, non? Non, en ce qui me concerne, c'était le Conseil d'État, bien sûr. Qui était intervenu. Oui. Et du reste, ce qui est maintenant au-delà de cette décision, c'est quelque chose que nous allons évoquer en deuxième partie de notre propos, il reste la Cour européenne des droits de l'homme, précisément. Ce qui prouve que, même au-delà du Conseil d'État, dans une certaine mesure, parce que ce sont des décisions qui vont davantage, je dirais... inspirer la jurisprudence qu'avoir un effet exécutoire sur le gouvernement. Mais effectivement, nous allons voir qu'il y a la possibilité, par exemple, il y aurait la possibilité, dans mon modeste cas, que la Cour européenne des droits de l'homme condamne l'État français, par exemple, à une indemnisation, considérant qu'il y a eu un procès qui n'était pas équitable, ce qui est contraire à sa charte. On peut faire évidemment confiance en la Cour européenne des droits de l'homme, il n'y a pas aucun doute là-dessus. Mais je ne voudrais pas qu'on aille trop vite, et avant d'observer une petite pause, je vais peut-être donc résumer ce que nous venons de dire en quelques mots. La note de synthèse, chers auditeurs, qui vous sera enseignée à l'ICEP. Pourquoi et quand? Donc pourquoi? En définitive, le virus était déjà dans la Déclaration des droits. Vous pouviez faire toutes les constitutions que vous vouliez. À partir du moment où vous dites que cette constitution est adossée à la Déclaration des droits, vous faisiez entrer le poison. Et quand? En définitive, avec Pompidou. Donc tout le monde croit que le reniement de l'œuvre gaulienne date de Giscard, et en réalité, il date déjà de Pompidou. Ça nourrit un peu une espèce d'intuition que j'avais. J'étais bien jeune quand De Gaulle est mort, j'avais 10 ans, mais quand il est mort. Et puis Pompidou, il est resté 4 ans au pouvoir seulement, puisqu'il est mort le malheureux d'un cancer du fumeur. Il a été remplacé par Giscard. Mais il y avait quelque chose de vaguement sympathique, mais vaguement seulement sympathique chez Pompidou. J'ai toujours demandé si ce type-là n'avait pas quelque chose de... En réalité, le reniement date déjà de Pompidou. Vous vous rendez compte, l'ancien Premier ministre de Gaulle, comme quoi... à l'ombre des grands chênes ne poussent vraiment que des petits glands. On reçoit des messages, et notamment l'un d'eux est la Déclaration des droits de l'homme, est un papier collé de la Constitution américaine de 1776 pour l'essentiel.
Qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors, c'est à moitié vrai, mais à moitié seulement, dans la mesure où, évidemment, le libéralisme passe par le libéralisme qui est fondamentalement à tant d'égards un phénomène transatlantique, passe par les trois révolutions atlantiques que sont la révolution anglaise de 1688, la révolution américaine de 1762-1787 et la révolution française. Nietzsche ne disait pas pour rien que dans leur révolution, les Français avaient été les singes des idées anglaises. Mais comme Edmund Burke l'a fait très justement remarquer, là, si en effet on a déjà toute une partie de l'anthropologie individualiste qui caractérise comme mouvement politique le libéralisme dans le Bill of Rights anglais, de 1689, oui. Oui, il faut peut-être le dire en français. Parce oui, que tout à fait. La déclaration des droits. Oui, la déclaration des droits. Parce que nous sommes, vous savez, sur la radio de la francophonie et du pays réel. Donc, The Bill of Rights, ça ne sonne pas très bien. J'essaierai d'échapper au petit cochon que je vois là-bas et qui attend mon euro pour avoir péché par anglicisme. Il faut le dire pour ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent. Celui qui commet un anglicisme sur ce plateau est obligé de mettre une pièce dans un petit cochon. Il y a même 2 petits cochons. Un petit cochon pour expier ses fautes. Voilà. Alors je vais tenter de me justifier en disant, et vous allez voir que c'est lié au propos, que en l'occurrence c'est, alors je cite l'original en disant Bill of Rights parce que c'est le droit des Anglais. Et c'est ça la différence entre les déclarations anglaises et américaines séparées d'un siècle, c'est qu'elles concernent les peuples qui les font. Bien sûr, ce sont des déclarations qui montrent déjà une inclination historique très liée à la culture anglo-saxonne, dont nous pourrions parler des heures, avec ce qu'on peut appeler un particularisme ou un individualisme qui les touche déjà, mais qui fait aussi partie, peut-on dire, de leur génie national. Et véritablement, la révolution anglaise, qu'ils appellent Glorieuse Révolution, pour le dire en français, est supposée rendre aux Anglais leurs droits historiques que Jacques de Stuart s'apprêtait, disent les partisans de la Glorieuse Révolution, à leur ôter sur un modèle monarchique français, l'absolutisme. Donc, c'était le droit des Anglais. Ce malheureux Jacques était un catholique, le fameux... Et c'est très lié à cette affaire, évidemment. Et alors, on dira d'ailleurs à cette époque qu'il s'apprêtait à ôter aux Anglais leur continuité historique anglicane. Vous voyez ? Alors, quoi qu'il en soit, on comprend que ce sont des déclarations des droits des Anglais et tout à fait clairement, dans le processus de l'indépendance américaine et la Constitution de 1787, on a l'affirmation des droits des Américains contre la mère patrie anglaise pour leur indépendance, à eux, les Américains. Alors qu'en France, même si... C'est universel, voilà. Mais bien sûr. Alors, c'est une déclaration universelle des droits de l'homme. Peut-être parce qu'ils étaient les derniers et fort peu originaux, les Français ont cherché, mais c'est ça, à être les mouches du coche, à radicaliser un mouvement dont ils n'avaient pas été les auteurs. Ils ont... c'est quelque chose de malheureusement humain, trop humain. C'est quelque chose qu'on voit tout à fait, par exemple, dans la nuit du 4 août, où il y a cette surenchère des aristocrates français qui, les uns après les autres, veulent renoncer à plus de droits que leurs voisins, de façon à montrer leur générosité. En fait, les Français ont fait ça au plan collectif, en tout cas, malheureusement, leurs députés, qui, je crois, ne les représentaient que très partiellement, et ils ont voulu donner cette dimension universelle. Cela dit, ce virus dont vous parliez, alors qui va être considéré comme virus par ceux qui, effectivement, en politique, en droit, en économie aussi, sont des réalistes, qui pensent que les peuples existent, les cultures existent, les civilisations aussi, et que, comme l'avait dit brillamment Joseph de Maistre, si l'homme existe, c'est bien à mon insu. Et effectivement, Edmund Burke, dans son livre sur la Révolution française, dit bien cela.
que c'est une imposture par rapport à la glorieuse révolution. Et c'est ça. Alors, Burke, évidemment, a son propre discours. Il essaie de nationaliser, de traditionnaliser en quelque sorte la révolution de 1788 pour l'opposer à celle qu'il a sous les yeux. Bien sûr, dans son ouvrage de 1790. Donc c'est aussi à lire avec des pincettes, ça. Hein. C'est un peu comme Pompidou. Oui, mais avec beaucoup de plaisir et de profit. C'est un ouvrage génial, évidemment, les réflexions sur la Révolution française de Burke. Mais chez les Français, effectivement, d'un point de vue réaliste, on peut dire qu'il s'agit d'un virus par son abstraction, son utopie, son irénisme. On va le voir, je l'espère. Et ça a été néanmoins conçu comme tel immédiatement. Hein. Donc, c'est pourquoi nous avions eu, lors de nos deux premières émissions sur le sujet, l'occasion de dire qu'il y avait vraiment eu des hauts et des bas dans cette référence aux droits de l'homme. Ils sont très rapidement contrebattus. Il y a déjà une déclaration des devoirs des Jacobins, pas forcément des devoirs particulièrement réjouissants, mais dès 1793, vous voyez. Et puis, c'est largement, comment dirais-je, freiné au directoire. Bonaparte les congédie tout à fait. On n'en parle plus lors de la Restauration. Donc, tout le 19e siècle, quasiment, va se passer sans les droits de l'homme. Et la première partie du 20e siècle ne témoigne guère non plus de la préoccupation pour eux. C'est évidemment dans le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale qu'ils réapparaissent. Oui, la boucle est bouclée. Oui. À partir de là, effectivement, s'instaure ce poison qui va complètement gâter, disons, l'esprit constitutionnel. Enfin, alors, je vais essayer de le montrer, si vous voulez. Peut-être peut-on donner deux grands coups de projecteur sur la façon dont cette mutation a influé dans l'enseignement du droit, dans la doctrine juridique et par là dans la pratique juridique, bien sûr, en France, en Europe et en Occident. Parce qu'effectivement, ce que vous montrez comme étant un processus délétère porte à la fois sur le droit interne et sur le droit externe, le droit international. S'agissant du droit interne, on pourrait parler, dans un premier temps, d'une dénationalisation progressive de la norme qui va être nourrie par progressivement le renouveau de la doctrine dans les facultés de droit. Encore une fois, c'est un phénomène qui est loin de n'être que français, et c'est presque d'ailleurs c'est du mondialisme le problème. d'ailleurs. Ouais. En fait, c'est ça. Ouais. En fait, ce qu'on appelle aujourd'hui la mondialisation, dont nous connaissons essentiellement l'expression économique, est un tout. Ouais. La mondialisation est un tout. La mondialisation, la globalisation des anglo-saxons est un tout qui reprend un projet très ancien dont finalement on a peut-être vu en Europe les premières expressions dans l'idéologie hellénistique, autour et après Alexandre le Grand. Tout ça. Le cosmopolitisme, né chez les philosophes d'Athènes, souvent philosophes venus d'ailleurs, métèques athéniens comme Diogène, et sa fameuse école des cyniques, comme plus tard évidemment les épicuriens ou les stoïciens. Ce qui rappelle que cette tentation a déjà existé dans l'histoire. Si nous avions le temps, d'ailleurs, nous pourrions montrer qu'elle se répète dans des conditions historiques souvent voisines. C'est-à-dire qu'à Athènes, c'est dans l'Athènes devenue puissance commerciale, devenue largement puissance thalassocratique, avec son port du Pirée et ses comptoirs, qu'apparaît ce qu'on appelle le premier capitalisme, le capitalisme commercial pour l'heure, et que se développe, je dirais presque aussitôt, cette idéologie cosmopolitique, très liée à ce qu'est économiquement Athènes. Et puis, malheureusement, Athènes va perdre avec ces principes-là et cette pratique-là la guerre du Péloponnèse, avant d'être plus vaincue encore par Philippe de Macédoine. Donc, finalement, cette idée cosmopolitique a perdu. Cela dit, l'empire d'Alexandre...
lui donne une vigueur. Alexandre lui donne une vigueur foudroyante, Oui. pas passionnante. Il y a des déclarations d'Alexandre qui rappellent les déclarations du président Sarkozy sur la nécessité du métissage, par exemple, qu'Alexandre avait rendu obligatoire pour ses généraux, notamment aux fameuses noces de Suse. Mais évidemment, on se souvient peut-être par la mort précoce d'Alexandre que ce projet a rapidement avorté. In fine, Rome, puissance quant à elle tout à fait tellurocratique, au contraire terrienne, a fini par vaincre évidemment ce qu'il restait des diadoques éparpillés dans l'ancien empire. Et le cosmopolitisme a disparu pendant tout le Moyen-Âge, je dirais. Et il ne réapparaît que lorsque se reconstitue ce type en fait, d'économie commerciale étalosocratique en Angleterre, aux États-Unis, et finalement en France, d'une certaine façon, dans une partie de la bourgeoisie, et où, à nouveau, des enfants gâtés d'une forme, si l'on veut, de mondialisation marchande, au XVIIIe siècle, eh bien, reprennent effectivement ce discours. Puis ce discours disparaît dans les guerres du XIXe, et nous le voyons réapparaître aujourd'hui, il est dans la mondialisation, c'est-à-dire dans un modèle qui alors n'est plus Athènes, qui n'est pas non plus le Paris du XVIIIe siècle, qui est plutôt la New York du XXIe siècle, qui croit probablement après l'effondrement de l'Union soviétique, qui est l'événement évidemment, qui est le seuil à partir duquel se déploie la mondialisation. C'est-à-dire qu'on a les principes qui sont extrêmement forts après la Seconde Guerre mondiale, avec cette restauration du discours sur les droits de l'homme, après évidemment les crimes de la Seconde Guerre mondiale. Mais il y a le frein de Yalta, le frein du rideau de fer, qui, une fois qu'il est effectivement tombé, laisse le champ libre à cette mondialisation qui effectivement reste une histoire de la mer. Les grands porte-containers qui traversent les mers pour mondialiser l'économie en sont l'expression la plus évidente et la plus polluante d'ailleurs. D'où la folie des routes de la soie chinoise, mais oui. C'est un autre, car en fait, rien ne peut remplacer la mer. Mais est-ce qu'on ne peut pas penser que pour le commerce, 85% du commerce mondial est un commerce maritime, mais est-ce qu'on ne peut pas penser que les événements auxquels nous assistons depuis plusieurs années, désormais, alors évidemment là en ce moment, il y a une poussée de fièvre avec la guerre israélo-iranienne, mais c'est pas la seule. Est-ce qu'on ne peut pas penser que ce droit mondialiste, cette sorte de tour de Babel qu'on a voulu réédifier, menace de tomber en ruine, de sombrer? L'ONU a perdu énormément de sa crédibilité. On l'a bien vu dans la crise russo-ukrainienne où le secrétaire général de l'ONU était en fait un agent de l'Empire américain. C'était un Portugais. Bon. Et on pourrait citer plein d'autres exemples de cette nature, avec une revendication de la part de plusieurs grandes nations, la Chine en fait partie, de sortir du système de valeurs imposé par l'Occident. Est-ce qu'on peut pas penser que ce droit-là, en définitive, est menacé à terme? Alors, tout à fait, et je voudrais partager votre optimisme et mais il faut voir le verre à moitié plein pour continuer de le remplir dans le sens de la révolte, à mon avis. Avec votre par cette chaleur. Habituelle clairvoyance, mon cher collègue, vous allez au but, en tout cas, ce qui, je crois, est le but de ceux qui souhaitent la continuité historique de leur peuple. Mais si vous le permettez, je voudrais montrer pourquoi le verre n'est qu'à moitié plein, et aussi peut-être expliquer ce que vous nous exposez, cette réaction d'un certain nombre de peuples à travers le monde aujourd'hui. Et Dieu merci également, en Europe et en France, à l'intérieur de cette réaction est évidemment chez des peuples fort endormis, plongés dans une léthargie entretenue spécialement par
par, je dirais, la nasse médiatique. Donc s'il y a une réaction, c'est qu'il y a eu un très grand nombre d'abus pendant les 50 dernières années, en fait, de façon croissante, jusqu'à arriver à des souffrances économiques, sociales, sécuritaires, démographiques terribles. Et je crois que malheureusement, le droit a et la façon dont il est pratiqué, et donc la façon dont en fait il a été enseigné à ceux qui le pratiquent aujourd'hui, a une très lourde responsabilité dans ses souffrances, et j'espère comme vous, nous allons peut-être pouvoir dans quelques dizaines de minutes conclure en ce sens, j'espère que cette réaction va effectivement permettre de renverser cette tendance sans laquelle, je le crains, les peuples européens sont appelés carrément à disparaître historiquement. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a une responsabilité de l'enseignement du droit en la matière ? Parce que en droit interne, cette idée partie effectivement du droit constitutionnel, que au fond le plus important dans la Constitution n'était pas pour se référer à l'article fondateur de ce type d'ordre constitutionnel post-révolutionnaire, voire républicain, l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme, disant que ne peut être considéré comme ayant une constitution qu'un État ayant une séparation des pouvoirs et une garantie des droits individuels. La séparation des pouvoirs est déjà une notion assez problématique qui n'est pas notre objet aujourd'hui, mais on comprend que ça nous parle d'organisation des pouvoirs. Oui. Mais le deuxième point, la garantie des droits individuels, est introduit par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 comme un élément étranger, en fait, à l'ancien droit constitutionnel de l'Europe. Dans sa théorie de la Constitution, en 1928, Carl Schmitt avait fait une dichotomie très intéressante entre ce qu'il appelait les éléments politiques de la Constitution, qui sont les éléments natifs de toute Constitution depuis l'Antiquité, et les éléments impolitiques. Les éléments politiques sont évidemment ceux qui sont relatifs à l'organisation des pouvoirs, mais les éléments impolitiques sont ceux qui sont relatifs aux droits fondamentaux, à la garantie des droits individuels, tout ce qui est tourné en fait contre l'État, peut-être dans une bonne intention, mais qui ici, vous le voyez, est mis sur un pied d'égalité avec l'organisation des pouvoirs. Donc l'enfer est pavé de bonnes intentions, parce que peut-être s'inspirait-il d'une sorte de contestation de la statolatrie, pour citer un pape célèbre à propos du fascisme, la statolatrie, l'idolâtrie de l'État. Mais en définitive, parce que là, vous me dites que Carl Schmitt écrit ça en 1926, donc la Deuxième Guerre n'est pas encore arrivée, et en définitive, cette idée-là triomphera après 1945. Mais là encore, l'enfer étant pavé de bonnes intentions, on distille ce poison qui va se retourner contre la souveraineté elle-même. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on pourrait imaginer porter une nouvelle majorité au pouvoir, en France par exemple, mais en réalité, telles que les choses sont organisées, cette nouvelle majorité resterait impuissante face au gouvernement des juges. Oui, et là, vous soulevez quelque chose qui nous mènerait beaucoup plus loin et qui sera traité dans bien d'autres émissions, mais c'est que les mouvements politiques qui cherchent à restaurer la continuité historique du peuple français, et notamment ce qu'on appelle le mouvement national en France, doit urgemment développer des considérations théoriques, juridiques et institutionnelles très vigoureuses, de façon à préparer ce qui attend effectivement un personnel politique renouvelé, en l'occurrence patriotique, qui serait promptement freiné par divers mouvements et groupes de pression, comme on s'en doute, notamment ceux qui prétendent régner par la rue, ce qui au fond est l'histoire des révolutions depuis 1789. Mais aussi, au contraire, au sommet des institutions, tout cet harnachement juridique et jurisprudentiel qui viendrait en permanence infirmer les décisions
d'un gouvernement nouveau, patriotique, et qui chercherait à faire une restauration de la nation française. Donc, je crois qu'il faut, et il y en a évidemment au sein du mouvement national qui le font, il faut le faire davantage, il faut être conscient de cette sorte de... Alors, ce n'est pas le plafond de verre électoral, là, hein, c'est un véritable mur de pierres accumulées depuis 50 ans dans l'enseignement du droit, la pratique du droit, dans les écoles, évidemment. On a beaucoup souligné à juste titre ces derniers mois devant les terribles conséquences du laxisme judiciaire pour la vie de nos compatriotes, et notamment de nos fils et filles qui sont tués dans la rue par des étrangers sous OQTF. Si les magistrats qui les ont relâchés ou maintenus sur le territoire n'avaient pas reçu cet enseignement juridique, spécialement à l'ENM, qui malheureusement fonctionne aujourd'hui comme une école particulièrement toxique pour la formation des magistrats, eh bien, probablement, nous n'en aurions pas les sanglantes conséquences. Car en fait, là, l'une des maladies les plus graves dont nous souffrons aujourd'hui, c'est celle de notre corps judiciaire. C'est celle de notre justice. Et les policiers peuvent faire tous les efforts qu'ils veulent, de toute façon. C'est la justice qui ensuite ressème le chaos dans la vie quotidienne, en relâchant tous les criminels ou en refusant de les condamner. Il y a un de nos éditeurs qui dit la France, au sein de l'Europe, est le pays le plus condamné par les tribunaux européens pour ses atteintes aux droits de l'homme. Je ne sais pas si c'est vrai. Tout à fait, et c'est pour moi l'occasion de parler de cet aspect des choses. Dans cette dénationalisation progressive de la norme, on a un rôle essentiel qui est joué par les cours européennes, la Cour de justice de l'Union européenne à Luxembourg et la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg. Et pour comprendre en effet comment la France, qui longtemps effectivement, par son passé capétien, par la couche étatique supplémentaire, bien que, à mon sens, largement dénaturée, que Bonaparte y a imposé, eh bien, et avec son modèle très particulier de laïcité initialement entièrement construit contre l'Église catholique et qui aujourd'hui est reproché massivement à la France, notamment par les pays de tradition ou sous influence anglo-saxonne. Tout cela fait que notre auditeur a tout à fait raison, la France est particulièrement condamnée, mais c'est aussi en France que l'on va trouver, non pas du côté, encore une fois, de ce pouvoir exécutif, où il y a encore quelques grands commis de l'État et des forces qui cherchent à maintenir une continuité. Mais nos juges, en revanche, enferment eux-mêmes progressivement dans les conséquences de la jurisprudence de ces cours nos propres cas d'espèce, de sorte qu'à mon avis, comment dirais-je, les condamnations de la France vont peu à peu se réduire et s'éteindre, parce que nos cours vont étouffer en fait. C'est notre magistrature qui fait le travail. Je le crains. Ce qui s'est passé, c'est que pour essayer de comprendre, il n'y a pas de solution de continuité. Il y a effectivement un épanouissement malheureusement pathologique depuis ces éléments impolitiques de la Constitution, c'est-à-dire la garantie des droits individuels, lorsqu'elle devient inconditionnelle, qui va ensuite gagner, au-delà du plan national, la jurisprudence des cours européennes, qui est aussi une jurisprudence des droits de l'homme, et qui a fini par se métastaser dans ce qu'on appelle aujourd'hui le droit international des droits de l'homme. Aujourd'hui, dans les facultés de droit, on apprend le droit international des droits de l'homme. Donc, ce qui est devenu une nouvelle source, vous le voyez, non seulement du droit national,
non seulement du droit européen, ou dit européen, celui de l'Union européenne, qui n'est pas l'Europe, et un droit international qui est lui aussi, depuis plusieurs années, en pleine mutation dans ce même sens. Et c'est chaque fois, au nom de cet homme générique, cet homme sans patrie, sans culture, sans civilisation, comment s'appelle-t-il cet homme ? Il s'appelle l'individu. D'accord. En fait. Ouais. On va peut-être passer le bobino, parce que la loi l'exige. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Non, mais je vais. On a tellement de choses à se dire. Je vous trouve bien optimiste quand vous dites que nous aurons fini l'émission. Nous n'aurons plus rien à dire après cette émission-là, mais enfin, nous verrons bien la vox populi, qui est l'appréciation de nos auditeurs. Nous verrons bien où on en est. Donc, quand on parle d'altération du droit constitutionnel, on parle de promotion du contrôle de constitutionnalité par... vous parlez d'un auteur qui est Louis Favoreux. Ah oui, Louis Favoreux, qui avait été mon professeur à Sciences Po et à la fac de droit d'Aix-en-Provence, avait écrit un ouvrage au titre parfait pour comprendre le phénomène, La politique saisie par le droit. La politique saisie par le droit, c'est un ouvrage qu'il publie au milieu des années 1980, et c'est exactement ce qui se passe. Voilà, la politique est saisie par le droit, c'est-à-dire que la volonté politique est considérée comme illégitime parce que trop liée à une histoire nationale, donc particulariste, trop sensible à des passions nationales et populaires, décrites par le progressisme comme les passions tristes des peuples, reprenant le mot connu de Spinoza, et finalement le politique et c'est un phénomène qui est au cœur de notre sujet. Le politique est délégitimé pour des raisons morales. Cette politique saisie par le droit, si encore c'était une politique saisie par un droit qui lui-même a des sources historiques, nationales et civilisationnelles, ce serait déjà évidemment grave, tout simplement parce que le politique, c'est la fonction éternelle qui permet au peuple d'être maître de leur destin. Et par conséquent, infirmer le politique par le droit, disons, réguler le politique par le droit, et c'est souhaitable, de sorte de l'encadrer et aussi de le pérenniser. Mais l'enfermer est évidemment insupportable, puisque c'est le fixer dans un état juridique donné, alors que parce qu'un peuple est vivant, comme une personne, il croit, il a des aventures, et il a besoin de faire évoluer son droit. Donc ce qui est très grave dans l'état actuel du droit, dans ce qu'on appelle l'état de droit, c'est que c'est une façon de voir les choses qui préfère sauver le droit plutôt que, en fait, les justiciables. Il y a quelque chose qui ferait penser à la dictature, mais comme la chaussette renversée de la dictature. Exactement. Ouais. Ah non, mais tout à fait, c'est une dictature normative. Cette dictature normative, encore une fois, préfère, on le voit tous les jours, dans l'état de submersion migratoire de la France, dans l'état d'insécurité absolument endémique de la France, dans l'état de ruine économique de la France, ces juges préfèrent maintenir les principes du libéralisme juridique, qui est un tout, c'est-à-dire à la fois la liberté de mouvement des capitaux, des biens et des personnes qui inspirent les mouvements migratoires, l'idée de la rationalité de l'individu à qui doit toujours être laissée une chance, qui mène aux folies de l'abandon, de la répression au profit d'une supposée prévention qui laisse dans nos rues des délinquants et des criminels
pour le moins abondant, et également en matière économique, parce que c'est un tout, cette idée qu'il faut laisser interagir dans une concurrence pure et parfaite des individus aux intérêts économiques de particuliers. Le maintien à tout craint de cette idéologie, en fait, c'est l'individualisme juridique en fait, qui est né effectivement des révolutions libérales, qui pour nous est né de la Révolution française, et on préfère maintenir ces fameuses... Alors ça devient, par altération et vulgarisation successive, ça devient les valeurs républicaines, dans le langage désespéré de nos hommes politiques, privés quasiment de toute légitimité, très mal élus, avec une énorme abstention au terme de combines politiciennes qui les délégitiment. Il leur reste cette invocation dogmatique, quasi religieuse, tandis que le maintien même de ces principes condamne le peuple français. Donc, ce que va faire un vrai juriste, c'est revenir aux sources qui sont majoritairement romaines en Europe du droit et rappeler le fameux principe romain salus populi suprema lex. C'est le salut du peuple qui est la loi suprême. C'est ça, voilà. Et donc, il n'y a rien au-dessus du salut du peuple. Et c'est pourquoi, quand mon professeur a écrit ce livre, La politique saisie par le droit, évidemment, dans toute la mode des cours constitutionnels qui s'épanouissaient à l'époque, il donnait un programme malheureusement particulièrement délétère, qui, en outre, aujourd'hui, est la politique saisie par le droit, qui est le droit cosmopolitique des droits de l'homme. C'est-à-dire vidé complètement de son sens. Et nous sommes un journal de l'éducation. Le libre journal de l'éducation. Et justement, il y a une hypertrophie de l'étude de ces éléments impolitiques de la Constitution. Et ça a considérablement changé l'enseignement, notamment du droit constitutionnel, puis ça a évidemment fait apparaître les matières récentes, disons, du droit de l'Union européenne, et ça a fait aussi muter l'enseignement du droit international. Alors le résultat concret, c'est que en droit constitutionnel, vous avez des professeurs qui aujourd'hui vont beaucoup plus parler de l'importance des droits fondamentaux que de l'organisation des pouvoirs, et qui vont le présenter comme plus important, supérieur, puisque guidant le Conseil constitutionnel lorsqu'il infirme des lois. C'est donc bien qu'il s'agit de quelque chose de plus important. Et ça a fait basculer l'enseignement du droit constitutionnel, qui longtemps a été un endroit où les étudiants en droit avaient un enseignement assez réaliste, la puissance de l'État, la raison d'État, le réalisme politique. Et aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Il y a tout un discours droit de l'homiste, pour faire bref, qui est promu dans les enseignements de droit constitutionnel. On voit d'ailleurs muter la profession, muter politiquement la profession. Longtemps enseigner le droit de l'État, ce ont été des conservateurs qui, dans la tradition bien connue depuis Hegel du rapport entre un certain étatisme et un certain conservatisme, continuaient d'incarner cette tradition. Aujourd'hui, c'est la section 2 de droit public chez ces professeurs de droit constitutionnel est largement à gauche. Elle est largement à gauche parce qu'elle est effectivement de ce côté d'une interprétation libérale du droit constitutionnel. Ce qui explique historiquement, disons, si on fait la généalogie des événements, le basculement du droit à gauche. Parce que dans ma jeunesse, je suis un vieil homme, comme vous le savez, chers confrères, le droit, la fac de droit était la dernière fac de droiteux. Oui. Et aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. On a vu même des choses extraordinaires. Un major de promotion de sa promotion d'agrégation de droit, ne pas pouvoir entrer sur le campus qu'il avait choisi. Bien sûr. Benoît Fleury, pour ne pas le citer. 2008. Dans la deuxième fac en réputation, disons, de France, qui était celle de Poitiers, il n'a jamais pu pénétrer sur le campus, alors même qu'il avait passé son concours qui est un concours de fonction publique, son agrégation de droit. Donc il avait évidemment un droit à venir enseigner. Il n'a jamais pu entrer sur le campus. Alors que dans ma jeunesse, ce campus-là était justement...
alors que tous les autres campus, lettres, etc., étaient à gauche, largement à gauche. Oui. Dans ce qu'on a appelé les sciences humaines, bon, on disait autrefois les lettres, bon, après, on a séparé les lettres des sciences humaines. Il y avait le choix entre, c'était avant la chute du mur, politiquement, vous aviez le choix entre les trotskistes et les staliniens. C'est-à-dire que, je me souviens qu'en cours d'histoire, par exemple, les débats étaient complètement annexés par ces deux tendances. Donc il y avait les trotskistes et les staliniens qui se disputaient, et vous ne pouviez pas vous lever le droit en disant il y a peut-être une autre façon de faire les choses. Non, c'était pas possible. Donc c'est vous dire comme... Puis alors il y avait l'UNEF, et l'UNEF indépendante et démocratique, comme on disait, tandis qu'en droit, c'était quand même pas comme ça. Et maintenant, c'est fini. Les facs de droit sont passés à gauche. L'affaire Benoît Fleury a été un révélateur pour ça, quand même. Alors, au motif que Benoît Fleury était un homme de droite. Voilà. Oui, c'est un parfait exemple. Ouais. Donc, quelqu'un qui réussit un concours, qui est major de ce concours, oui. Ne peut pas rejoindre son poste. Il ne peut pas rejoindre son poste. Voilà. Donc là, au nom de quoi ? Au nom de la morale. Qui devrait condamner quelqu'un qui avait un engagement nationaliste dans ses jeunes années. Dans sa jeunesse, oui. Voilà, en plus, je crois, oui, séparé de 10 ans de la dictature. Donc, c'est ça, cette façon de voir les choses qui, en outre, on l'aura compris, est absolument unilatérale. C'est toujours dans le même sens, mais elle va du cas que vous donnez de Benoît Fleury jusqu'au moment où Christophe Castaner, dont il faut se souvenir, horrifié qu'il a été notre ministre de l'Intérieur, avait dit pendant l'affaire George Floyd, qui se passait aux États-Unis, que effectivement les policiers français pouvaient mettre un genou à terre parce que, comme il le disait, l'émotion doit primer le droit. Mais lui, c'était un ancien bandit, non ? Ben oui, il faisait partie des bandits marseillais, donc c'est un peu normal qu'il se soit dressé contre la police. Il y a une forme de logique, en effet. Oui, mais quand on dit l'émotion doit primer le droit, en fait, dans ce propos absolument révoltant et surréaliste, dans ce qui est une des plus grandes manipulations qui s'est abattue sur le pauvre Occident, c'est l'histoire de ce... de ce délinquant, petit délinquant américain, donc qui a manipulé grâce aux médias tout l'Occident. Donc cette idée, on voit que en fait il y a un élément dans cette théorie pure du droit qui est supposée nettoyer le politique de ses vices. En fait, ce n'est pas du tout une théorie pure du droit, c'est une théorie qui est partiellement impure puisqu'elle est entièrement mêlée de morale en réalité. Mais donc ce qui explique, parce que c'est là où vous nous êtes disons, votre éclairage est très précieux, parce que ce qui explique, alors j'en reviens toujours à mon affaire dont nous parlions, de cet agrégé de droit Benoît Fleury qui ne peut pas entrer sur le campus, ce qui explique cela, c'est cette hypertrophie de l'étude des éléments impolitiques. Oui. Du droit, c'est-à-dire que à force de recevoir des cours de cette nature-là, donc d'être infectés par cette idéologie-là, ces gens finissent par s'opposer à l'entrée sur le campus d'un major de l'agrégation de droit au motif que lui, pour le coup, c'est un véritable juriste, c'est pas un idéologue. Tout à fait. Donc voilà, il y a une sorte de vulgarisation d'un progressisme au sein des facultés de droit qui appauvrit extraordinairement la perspective. On veut être magistrat pour comprendre le délinquant et enfin pratiquer une grande politique de prévention. On veut être avocat pour défendre le migrant, le déshérité, etc. Et c'est assez culturellement pitoyable, c'est très pauvre, et malheureusement, ça participe effectivement de cette vulgate mondialiste qui a atteint aussi ces monuments d'histoire qui étaient effectivement les facultés de droit. Et je crois que c'est dû au fait que, alors, oui, évidemment, c'est vrai, le droit constitutionnel, donc ce type de notion
individualistes, très assurant le primat des droits fondamentaux, sont transmises dès la première année. C'est aussi dès la première... Alors, c'est obligatoire en TD, par ailleurs, donc vous ne pouvez pas y échapper. Donc, dans quel type de matière, alors ? Droit droit constitutionnel, D'accord. mais vous allez avoir aussi dès la première année le droit de l'Union européenne, qui va très rapidement, dès la première année, vous mettre dans la tête que la loi nationale est inférieure au droit de l'Union. Ça, il faut peut-être en dire quelques mots rapides. Tandis que en droit international, alors c'est quelque chose qui va plutôt se développer dans les années suivantes, vous allez également apprendre que, au-delà de la logique des États, il y a aujourd'hui une logique qui est résumée dans une expression dont en France la promotion a été faite par Bernard Kouchner, le droit d'ingérence, qui vient là aussi porter atteinte à la souveraineté des États. Au nom de quoi ? Toujours, en fait, des droits de l'homme, c'est-à-dire au nom d'individus qu'il s'agirait de venir sauver contre leur propre peuple, et souvent la majorité de leur peuple, pas toujours, dont on peut détruire les infrastructures, assassiner les dirigeants pour libérer, une fois de plus, les individus. Oui, mais alors, là encore... Donc le jeune étudiant en droit reçoit effectivement, mais c'est un rouleau compresseur permanent, dans le sens, effectivement, de l'individualisme juridique et d'un interventionnisme en ce nom-là. Mais est-ce qu'on ne peut pas considérer qu'il y a une fragilité intrinsèque à cette idéologie, parce que au moins le droit, c'est quelque chose de solide, tandis que quand le droit d'ingérence, par exemple, alors ça marche quand nous, on va attaquer, sans déclaration de guerre d'ailleurs, et sans mandat de l'ONU, la Serbie, par exemple, au Kosovo. C'est essentiel. Mais quand la Russie veut se porter au secours des Russes de Donbass, alors là, pour le coup, il n'y a plus de droit d'ingérence. Donc, ce que je veux dire, sans même prendre parti dans les querelles, c'est que c'est à sens unique. C'est-à-dire que quand ça ne nous arrange pas, il n'y a pas de droit d'ingérence, mais quand ça nous arrange, il y a un droit d'ingérence. Ce qui est une vraie fragilité. C'est-à-dire, si on veut remplacer un droit par un autre, ceci n'est pas un droit, ce dont nous sommes en train de parler. Ce n'est pas le droit, en réalité. En effet. Ce droit d'ingérence, En effet. Or, ça a contaminé d'autres branches du droit. Pas seulement le droit constitutionnel. Oui, non, tout à fait. Ce que vous dites est très vrai. On comprend que ces différentes branches du droit ont été en fait effectivement dénaturées, altérées par ce qui est une idéologie. C'est une idéologie cosmopolitique, effectivement, qui a son histoire et qui aujourd'hui est comment dirais-je, est l'expression d'une option, d'une inclination fondamentale pour la déterritorialisation. Voilà, fondamentalement, c'est une déterritorialisation qui est faite par ce droit. C'est un droit qui va en finir avec les frontières. On avait parlé de la fameuse décision du Conseil constitutionnel permettant, au terme d'une QPC, de relaxer Cédric Herrou d'une question prioritaire de constitutionnalité. Et donc, le Conseil constitutionnel, on s'en souvient, en juillet 2018, par sa décision, Herrou avait finalement aboli jurisprudentiellement les frontières, donc déterritorialise l'État français. De même, dans le droit de l'Union européenne, est assez emblématique de ce phénomène. C'est un droit... on retrouve toujours la même chose, c'est-à-dire le traumatisme issu de ce qu'on peut appeler la nouvelle guerre de 30 ans, qui a été la guerre civile européenne du XXe siècle, les bonnes intentions que cherchent à avoir les fondateurs de la communauté européenne, mais très rapidement, l'altération de ces intentions, les intentions, c'est la paix des peuples d'Europe, et c'est la prospérité dans la reconstruction, n'est-ce pas ? Donc c'est territorial. Il y a un marché extérieur, il y a un marché commun européen, il y a un tarif extérieur commun aux frontières de l'Europe, c'est territorial. Mais qui défait cela, comme vous l'avez dit, c'est ce qui va devenir de façon tout à fait inattendue un gouvernement des juges au sein des instances européennes, à la fois au sein de la communauté européenne, puis aujourd'hui de l'Union européenne avec la Cour de Luxembourg,
qui est aujourd'hui donc la Cour de justice de l'Union européenne, qui très rapidement, par deux séries d'arrêts dans les années 60, a aboli la primauté du droit national. Je le rappelle pour mémoire, l'arrêt Wangen and Laws en 1963, qui dit que la communauté constitue un nouvel ordre juridique en droit international au profit duquel les États ont limité leur droit souverain, dès 63. Mais ça, c'est validé, ça, par De Gaulle, ou ça ne l'est pas? Alors, ça ne l'est pas du tout. Voilà. De Gaulle il y a une grande parenthèse sous De Gaulle. Mais absolument. De Gaulle va à la fois faire la politique de la chaise vide, comme on le sait, obtenir le compromis de Luxembourg, qui va à l'encontre de la suppression de l'unanimité dans les décisions de ce qui est encore la communauté européenne. Donc non, il y a une forte résistance politique. Mais dans l'ombre des cours, en fait, dans l'attente au fond de la disparition ou de la fatigue des dernières grandes figures politiques, se construit cette jurisprudence européenne. Un an plus tard, le plus célèbre encore, Harry Costa contre Enel, en 1964, disait, je cite, le transfert opéré par les États de leur ordre juridique interne au profit de l'ordre juridique communautaire entraîne une limitation définitive de leur droit souverain, contre laquelle ne saurait prévaloir aucun acte unilatéral ultérieur. Oui, mais alors, la question que je me pose, mais après on écoutera un peu de musique pour reposer nos méninges et surtout ceux de ceux qui nous regardent et nous écoutent, c'est que si encore nous avions affaire à des Babéliens, à des gens qui sont de véritables mondialistes au sens absolu du terme. Mais je me demande si tout ce dont nous ne parlons pas là n'est pas en fait une énorme imposture exercée au profit d'un empire, qu'on pourrait dire l'empire américain. Le gros problème que pose aujourd'hui Trump, c'est qu'il veut sortir, il veut retrouver une nation américaine qu'il ne trouvera jamais, mais ça c'est autre chose. En tout cas, il veut sortir de la formule impériale de l'Amérique, c'est pour ça que beaucoup lui en veulent énormément. Et plus généralement, disons, un empire occidental. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une contestation mondiale de ce faux mondialisme qui, en fait, n'est que l'expression d'un impérialisme. Vous voyez ce que je veux dire? La France disparaissant dans un empire, on va dire, occidental, pour faire la différence entre l'Europe et l'Occident. Oui, différence très importante. Il y a... Dans tout phénomène politique de très grande envergure, il y a ce que Lénine appelait avec un cynisme justifié les idiots utiles, c'est-à-dire qui croient vraiment à la dite cause, et puis il y a ceux qui les utilisent pour leurs intérêts. Alors il est clair que bien entendu, toute cette affaire est très liée, évidemment, à la montée de l'hégémonie américaine. Oui, bien sûr. La première véritable mondialisation a découlé de la découverte de l'Amérique et du passage d'une bonne partie du commerce déjà sur la mer après la conquista qui a suivi Christophe Colomb. Donc, au fond, la modernité, c'est l'Amérique. Et de ce point de vue, ce que nous vivons dans cette sorte de surmodernité finale, ce qu'on a vécu jusqu'à Trump, qui est justement le bout, le moment où c'est devenu le plus extrême et le moment où on en sort. Réussira-t-il? C'est une autre question. On va voir, effectivement. L'état profond est encore plus fort que ce qu'on imaginait. C'est effectivement, à un moment, la puissance américaine, héritière du libéralisme d'origine anglaise, en est le réceptacle, elle en devient le sanctuaire, et elle va en exercer les prétentions, exactement comme l'Angleterre au XIXe siècle, réclamant le libre-échange après avoir été, comme tous les États, construits dans le protectionnisme. Bien sûr, les Américains vont faire la même chose, restant du reste protectionnistes très largement, et le demandant. Et de même, ils ont effectivement progressivement milité dans le sens d'un affaiblissement des puissances européennes au profit de l'hyperpuissance américaine, qui est ce qu'on a connu dans les années 2000.
Oui. C'est tout à fait certain, et c'est une grande naïveté, précisément parce que en fait, l'homme générique n'existe pas. C'est une grande naïveté de Bien croire sûr, que son règne peut arriver, n'est-ce pas? Et je le dis en des termes théologiques qui rappellent que c'est une sécularisation particulièrement malheureuse de l'universalité chrétienne. Et donc, du reste, pratiquée avec plus de facilité par des États protestants à la forte histoire originellement puritaine, où cette sécularisation va pouvoir se faire. Donc, il est sûr que dans l'Union européenne, si vous voulez, comme ce que les anglo-saxons appellent d'ailleurs communauté internationale, ce qui est un concept anglo-saxon lui-même délétère, puisque se substituant au droit des gens d'origine westphalienne, qui était un droit des États. Mais bien sûr, oui. Et donc c'est encore le paravent c'est un complet d'un paravent. empire anglo-saxon. Exactement. Ouais. Donc aujourd'hui, à la fois, alors au niveau européen évidemment, depuis, si vous voulez, au moment où cette Europe s'est construite sur le viol de la volonté politique nationale, avec évidemment, nous l'avons tous en tête, le référendum de 2005 contrebattu par les parlementaires, et donc cette souveraineté parlementaire qui vole la souveraineté populaire, et qui aboutit à l'adoption du traité de Lisbonne de 2008, lequel traité de Lisbonne est une accélération extraordinaire dans l'histoire que nous avons racontée aujourd'hui, parce que dans le traité de Lisbonne, il y a une charte des droits fondamentaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus? Vous avez même pas 2 minutes. Oui, je dirais que la façon dont les choses ont été forcées, voilà, dans la minute qui nous reste, la façon dont les choses ont été forcées... Le traité de Lisbonne. Voilà, le traité de Lisbonne. Appelleriez-vous ça, vous, une forfaiture? Ah oui, tout à fait. De fait, la participation de la France à l'Union européenne est infondée juridiquement, puisque le souverain a vu sa volonté foulée aux pieds. Donc... effectivement, notre participation actuelle à l'Union européenne relève d'une forfaiture. Absolument. Ouais. La définition de la forfaiture, en tant que professeur de droit, ce serait quoi, selon vous? Ce serait évidemment, en l'occurrence, de n'avoir pas pris en compte ce qui est la clé de voûte de l'ensemble du système institutionnel, ou en théorie, qui est le souverain. Le souverain est le souverain populaire. Son expression directe ne peut pas recevoir de recours. Et donc, il s'agit effectivement d'une forfaiture du Congrès, des parlementaires, sénateurs et députés. En somme, c'est une sorte de forme subtile de coup d'État, quoi. Oui, tout à fait. La forfaiture. Tout à fait. Tout à fait. C'est en l'occurrence, effectivement, le souverain est contourné, depuis des décennies. Et je constate que ce contournement a eu pour résultat à la fois la promulgation d'une charte des droits individuels abstraits, et aussi l'adhésion de toute l'Union européenne à la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, tout ceci est forcé pour aller toujours dans le sens de l'abstraction. Et pour terminer tout à fait, je dirais que, on reviendra peut-être pour en parler, en droit international, si vous voulez, la même chose a été faite, c'est-à-dire que, effectivement, lorsque, dans l'ex-Yougoslavie, on a vu arriver en Europe des troupes qui viennent faire régner de l'extérieur un ordre individuel libéral par une ingérence dans l'histoire des peuples d'Europe. Quand on l'a vu par ailleurs au Proche-Orient, en Libye ou en Irak, des peuples pouvoir être entièrement déstabilisés. Là, on était dans l'application des droits de l'homme. C'est devenu trop voyant. Et donc on comprend que en réalité, la garantie des droits est en permanence promue par le sacrifice des peuples. Ça ne pourra pas durer. Merci beaucoup, professeur.